Bonjour, il me fait énorme plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Centre culturel marocain d'Al-Maghreb à Montréal. C'est toujours un moment heureux de célébrer un livre, parce que derrière le livre, il y a la civilisation. Notre civilisation, depuis plus de 5000 ans, est celle de l'écriture. Le moment heureux prend une dimension toute particulière quand le livre est produit par un membre de la communauté marocaine. Sincèrement, c'est une fierté pour toute la communauté. Cela démontre que nous sommes encore une fois une civilisation du livre. Monsieur Ben Fares, vos connaissances et votre savoir sont larges. Vous avez couvert un éventail de questions contemporaines très pertinentes, telles que l'altérité, l'identité, la mondialisation, la francophonie, la littérature marocaine, etc. C'est un honneur pour le Centre culturel marocain de vous recevoir et de vous compter parmi ses fidèles. Vous représentez cette flamme que l'on souhaite toujours vivante pour représenter notre culture. Je reviens au débat de tout à l'heure. La migrance et contexte post-pandémie, les nouveaux défis interculturels. Permettez-moi de vous remercier Madame Fawzi et Monsieur Ben Fares pour vos pistes de réflexion. Je pense que nous allons sortir plus fort de cette pandémie, car elle nous a obligés à nous réinventer et à revoir notre façon de travailler et de servir nos publics. Merci encore une fois, Dr Ben Fares. Merci aux penseurs de prendre les mots de notre temps afin d'éclairer notre démarche. Les sujets que vous avez adressés sont passionnants et nous avons envie de vous entendre sur ces nouveaux défis qui viennent s'ajouter à d'autres auxquels vous vous êtes attaqués par le passé, tels que la question de l'identité culturelle, qui est, je vous cite, une préoccupation existentielle pour toutes les ethnies sur Terre, surtout celles partageant le même espace d'immigration, un espace à la fois éclaté, multiforme et en profonde mutation. C'est un extrait de votre livre Altérité, responsabilité et questions identitaires. Ces mutations de nos jours sont multiples et parfois imprévues, comme la Covid. Je tiens aussi à vous féliciter pour tous vos livres. Aujourd'hui, M. Ben Fares, vous possédez un rayon complet qui compte plusieurs bijoux, qui font de vous un auteur confirmé et qui font aussi le bonheur de vos lecteurs et de vos étudiants. Je tiens à rappeler que le Centre est éditeur. Il vient tout juste de publier 2 livres pédagogiques de langue arabe de Dr Aqil Sakhri en partenariat avec l'UQAM. Et je profite de cette occasion pour inviter les auteurs marocains, les intellectuels, à profiter de cette maison pour justement faire de Dar el-Maghreb une maison d'édition vivante. Je ne peux finir ce mot sans remercier l'Institut canado-marocain des études et recherches sur l'immigration et l'interculturalité et sa présidente, Dr Fayrouz Fawzi, pour la réussite de cet événement. Bon débat et longue vie à la plume de M. Ben Fares. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Zmouri. Aujourd'hui, nous allons, dans le sens d'une pensée pluridisciplinaire, proposer dans cette conférence une réflexion sur la question de l'interculturalité, sur les stratégies identitaires déployées par l'immigré afin de faciliter son intégration aussi pendant cette période ou cette conjoncture post-pandémique. Nous allons voir aussi ou définir d'abord le concept interculturalité. Nous savons que ça signifie entre cultures, mais le sens, je pense qu'elle est plus profond que de se limiter sur cette définition. Aussi, connaît-il des aménagements interculturels? Il y a ce qu'on appelle aussi le management interculturel. Nous allons voir ça avec Monsieur Dr Ben Fares. Aussi, son livre qui s'intitule Culture authentique et mondialisation, qui se divise en plusieurs chapitres. Et nous allons essayer de lever le voile sur la question de la culture. Lorsqu'on parle de l'identité, ça nous renvoie automatiquement à la question de l'identité. L'altérité, le jeu est un autre. Nous allons voir dans quel sens on peut s'identifier par rapport à l'autre. Et cette responsabilité, cette question identitaire. Dr Ben Fares, d'abord, c'est un professeur
détenteur d'un doctorat en littérature française. Il est également essayiste, écrivain, et qui a obtenu un diplôme en pédagogie de l'enseignement supérieur, professeur de littérature et formateur linguistique. Il a enseigné à l'Institut de technologie agroalimentaire, campus Saint-Hyacinthe, et où après il a été coordonnateur, n'est-ce pas, Dr Benfares? Donc l'Institut ICR2I vous remercie pour votre présence et pour votre précieuse collaboration. Vous avez publié pas mal d'articles et pas mal d'ouvrages. Nous citons parmi ces écrits l'écrivain canado-marocain, entre devoir de mémoire et mission de médiation. Et vous êtes spécialiste de médiation culturelle. Mostafa Benfares aussi, il a publié l'écrivain canado-marocain, système d'évaluation du personnel. Ça, c'était comme pour une gestion stratégique. C'est un livre qui... le capital humain, et qui peut servir pour les administrations publiques. Et Voix du silence. Et nous décelons ce qu'on appelle l'oxymore dans cette phrase, contradiction, un peu la voix, il y a le son et il y a le silence. Et le dernier livre qui fera l'objet de notre discussion et réflexion tout à l'heure, Culture authentique et mondialisation. Je vous cède la parole, Monsieur Benfares. Merci beaucoup Fairouz, merci beaucoup pour l'invitation et merci infiniment pour Dar el Maghreb en présence de Madame Zmouri. Merci infiniment pour cette opportunité de nous donner l'occasion de se rassembler encore une fois après 15 mois de stress. Donc chaque personne a vécu l'expérience à sa façon et on tirait aussi les conclusions à sa façon. C'était pénible sur tous les plans. Donc Dieu merci, on retourne à la normalité et puis j'espère que ça va continuer comme perspective de rencontre comme on avait l'habitude avant de le faire. Donc c'était périodique, c'était très enrichissant et puis tout le monde était là donc pour célébrer, pour partager. S'il n'y avait rien à faire, au moins partager ou siroter un café ensemble, ça fait un immense plaisir pour tout le monde. Donc je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui et j'attends les autres personnes, s'il y aura d'autres personnes bien sûr. Donc juste pour mes écrits Fairouz, oui. Voix de silence, c'était le premier recueil de nouvelles. J'ai commencé avec ça, avec la collaboration de M. Kamal Benkiran pour l'édition électronique, parce que j'avais des petits problèmes, surtout pour un nouveau écrivain. Donc les premières étapes pour être publié, ce n'était pas du tout évident. Donc il y avait des obstacles à ce niveau-là. Donc pourquoi ne pas commencer avec l'édition électronique? Donc on est allé dans cette perspective-là et c'était une réussite comme première étape. Donc, ce n'était pas la dernière, c'était la première étape qui a donné l'envie à aller plus loin dans l'écriture, surtout quand il y a un texte qui parle de notre mémoire, qui interpelle nos références culturelles, qui touche tout le monde. Donc, il y avait pas mal de personnes qui étaient vraiment intéressées et m'ont encouragé beaucoup plus à aller plus loin dans ce domaine de l'écriture, que je fais. C'est ma passion, c'est ma deuxième passion après l'enseignement. Donc j'enseigne à l'enseignement supérieur, toujours les littératures francophones et françaises. C'est ma première passion, mais en parallèle, pour des mises à jour, je continue à écrire. Je continue à écrire pour exister, numéro 1. Deuxième, pour des mises à niveau pour mes étudiants, pour mon entourage éducatif et tout, et pour aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est domaine de recherche. Donc, on a besoin de ça pour apporter quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'un prof, ce n'est pas juste profession statique de jour le jour, mais il faut que tu apportes quelque chose de nouveau, et pour les étudiants, et pour tes collègues, et pour le système éducatif québécois en général. Donc, on va ajuster la citation de Descartes qui dit « J'écris, j'existe ». Donc, j'existe. Oui, j'existe dans le sens global du terme. Et c'est vraiment une passion qui demande... c'est vrai qu'il y a un côté de souffrance pour l'écriture, mais il y a aussi le côté passionnant aussi. Il y a plusieurs éléments déclencheurs pour écrire. Et l'écrire, c'est un acte d'engagement. Écrire, c'est une forme de catharsis et de purgation de passion. Donc, on écrit pour ajuster, pour véhiculer le message, pour construire. Le plus important, c'est que nous sommes toujours dans cette approche
interculturel, ça veut dire de communication, d'échange, de partage via l'écriture. Exactement ça, puisqu'on dit que l'écriture c'est toujours la gardienne de l'histoire, donc n'est pas loin de l'histoire, elle est là pour rapporter quelque chose. Sauvegarder, ouais. Un témoignage dans le sens où ça va aider tout le monde, ça c'est sûr et certain. Et à partir de cet acte d'écrire, donc on va déceler pas mal de problématiques communes qu'on partage généralement. Tout à fait. Et parfois on ne trouve pas des réponses. Donc le rôle de l'écrivain c'est d'éclairer, tu as tout à fait raison, mais aussi de partager certaines problématiques qui restent sans réponse, suspendues. Donc le public peut-être il est là pour nous aider à réfléchir. Tout à fait. Et moi dans mes écrits j'interpelle assez souvent ce lecteur, il est où? J'ai besoin de ce lecteur pour m'aider à faire fonctionner mes textes. Ça, c'est très la problématique réside dans le fait que l'écrivain, comment il va instaurer une certaine distance vis-à-vis de lui, l'objet, comme l'objet de moi-même, de mon livre, et aussi le « il ». Lorsqu'il utilise le « il », parfois, ce « il » est omniprésent. Ça veut dire c'est pour lui, mais c'est pour le personnage, c'est pour les autres. C'est parce que là, on parle du reflet de social de l'œuvre romanesque parfois, lorsqu'on écrit un roman. Et vous avez déjà publié, je me rappelle, La Voix du silence. C'était aussi, tu as débattu le vécu de l'immigré, de son existence, l'humutisme. Donc, c'est là où réside comment dirais-je, le déclic. Oui, le caractère social de l'écrit, ça reste toujours présent, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écrire à partir de rien. Donc, on écrit à partir de quelque chose, à partir d'un bagage. Et ce bagage-là, il faut que ça soit partagé avec les autres. Donc, la dimension de lecteur, il doit être aussi là pour nous aider à réfléchir. Pas seulement pour lire, mais elle est là pour aider à faire fonctionner ce texte. C'est ça. Donc peut-être on aura des éclairages sur certaines problématiques que moi, en tant qu'auteur, j'ai oublié. Donc l'avis de lecteur, c'est très important pour moi. Bien sûr, le point de vue de lecteur. Et le côté social, donc le livre, il est là pas juste pour être publié ou transmettre un message, il est là pour refléter aussi une certaine réalité. Donc moi, en tant qu'écrivain marocain, et je suis fier de l'être toujours, donc j'ai mon bagage personnel, j'ai ma culture personnelle qui se reflète dans mes textes, ça c'est sûr et certain. Mais j'essaie toujours de trouver des perspectives, que ce soit partagé avec le contexte d'ici, ça veut dire le contexte québécois. Sachant que le lecteur québécois, c'est pas comme un lecteur marocain, donc je suis toujours à la recherche d'un langage, ce que j'ai appelé le langage de partage. Donc j'ai parlé ça dans mon livre, on va essayer d'aborder ça après. Un langage de partage qui facilite l'accès à mon texte et facilite l'accès aussi à ma perception en tant qu'écrivain et personne. Donc ça, c'est très, très important pour moi en tant qu'écrivain migrant marocain qui vient ici aussi comme tout le monde, mais qui a quelque chose peut-être à partager avec les autres. Surtout, on ne peut pas parler de l'intégration sans interaction. Donc, la langue, c'est un point culminant pour réussir notre intégration économique, linguistique, sociale, et aussi pour sauvegarder une partie intégrante de notre identité collective, identité religieuse, sociale et aussi cosmologique. C'est ça? C'est comme le sens de Galilée. Exact, donc, c'est pas évident, mais c'est nécessaire. Oui, pour un écrivain, je juge surtout par l'expérience qu'on a vécue ensemble de confinement. Donc, il y avait pas mal de choses de remise en cause à faire. Parmi ces problèmes rencontrés par les écrivains migrants, je pense que le partage de la langue. C'est vrai qu'on partage, c'est la langue française qu'on parle tout le monde, mais parfois, d'après mes conclusions, mes sondages, donc j'ai découvert que pour certains lecteurs, il y avait peut-être, je ne dirais pas des problèmes, mais des sensibilités vis-à-vis de la langue utilisée. Surtout quand tu dis un écrivain migrant marocain. Donc nous, dans nos systèmes éducatifs, donc on a appris le français d'une telle manière, peut-être. On arrive ici, donc le contexte québécois, peut-être, on se trouve confronté, même à l'université, c'est toujours la même perception de mes étudiants aussi, que le français est un petit peu difficile, surtout pour les étudiants qui viennent ici pour la première fois. Donc ça demande un certain temps d'assimilation et tout.
Et moi, j'ai pris les deux réalités. Donc, la réalité en tant que, comme en français à moi et la réalité existante ici, j'essayais de combiner les deux. Le résultat, c'est que j'ai découvert qu'il faut un langage de partage. Commun. Un français commun, parce que ça reflète les perceptions communes et ça reflète aussi nos problématiques communes. Donc, comme ça, je peux aller plus facilement à interpeller tout le monde, sans exception, sans faire de différence parmi mes lecteurs. Le texte est adressé à tout le monde. Tout le monde peut le lire de la même manière. Ça reste l'interprétation. De chacun. Le sens qu'on veut donner. On est libre d'interpréter ça. Oui, c'est laissé en suspense parce que ça dépend de chaque lecteur d'après sa perception. Et vous avez raison, parce que la langue a un pouvoir symbolique. Donc, dire, c'est faire, et c'est très dangereux comme pouvoir. C'est ainsi qu'il faut vraiment faire attention aux mots utilisés. Et là, vous avez mentionné le rôle aussi de la société d'accueil, de faire des recherches sur notre langage à nous. La langue de ces immigrés, parce qu'il accueille quand même chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, un bon nombre d'immigrés. Donc, ils viennent avec leur habitus, avec leur background, avec leur répertoire. Et il faut comme un travail de décodage afin d'enlever toutes sortes de malentendus. Parce que les mots peuvent être des fenêtres comme ils peuvent être des murs. Donc, c'est une question aussi d'un effort, comment dirais-je, partagé entre l'immigré, ou parce que l'immigré, c'est une partie prenante de toute une société. Ça veut dire, il vit pas tout seul. On est là, on est Canadien, on est Québécois. On fait partie de toute cette société. Comment dirais-je, la mosaïque de cette société. Donc, c'est un effort partagé. C'est un effort partagé, et je rajoute aussi que tu me donnes là une nouvelle mission de l'écrivain migrant aussi, parce que comme on va voir par la suite que l'écrivain migrant aussi, à part d'être un passeur culturel, à part d'être quelqu'un qui doit sensibiliser sur certaines choses pour partager, pour aider, l'écrivain migrant aussi, c'est un modèle linguistique par excellence. Donc, elle est là pour aider aussi ses étudiants à avancer beaucoup plus. Donc, vous lisez ça, donc peut-être ça va vous éclairer sur le panorama général, sur le contexte en général, et peut-être vous allez trouver des perspectives de réflexion là-dedans pour dire que vous êtes confronté à un contexte, et le contexte n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc il faut toujours faire des efforts pour aller plus loin, il faut toujours faire le pas vers l'autre pour le connaître, pour décoder certaines choses, et ça passe toujours par la langue. Pourquoi? Parce que la langue, si on ne communique pas, on n'arrivera jamais à rien. Donc, il faut aller faire ce pas pour communiquer plus et pour partager plus. Et on devient multiple par une conjonction spatiale et temporelle des cultures. Exact. Oui. Moi, par exemple, je suis venue ici en 2007. Je ne suis pas la même. Vous voyez, donc malgré mes allers-retours au Maroc, je voyage, et chaque voyage, il faut tirer des leçons, il faut connaître des gens, s'ouvrir aux gens, c'est s'ouvrir aux opportunités, s'ouvrir à des belles choses aussi, et à des mauvaises choses, à des mauvaises expériences, mais tout cela pour forger un acteur social. Donc, là, comment on va faire ce travail de réajustement identitaire? Et là, je vais un petit peu votre spécialité, réajustement identitaire ou stratégie identitaire de l'immigré. Oui. Parmi les stratégies, donc, moi j'insiste, et j'ai insisté pour toujours sur un mot très très important, c'est l'altérité. L'altérité, ça veut dire comment appréhender cette altérité, ça veut dire de connaître l'autre. Donc connaître l'autre ici, c'est indispensable pour que le message passe, pour qu'il y ait une communication réussie. On doit connaître l'autre. Je ne peux pas fonctionner avec un professeur à l'université qui est différent de ma culture assez généralement. Si je ne communique pas avec lui, si je ne rentre pas en contact avec lui pour voir comment il réfléchit, comment il pense, comment il réagit parfois, pour pouvoir aller ensemble vers le même objectif. C'est quoi l'objectif? C'est la réussite universitaire, c'est la réussite de l'intégration aussi. Donc, il est toujours présent. Et de la relation. Exact. En plus des rapports avec l'autre. Donc, on parle des rapports harmonieux assez souvent, mais on se pose toujours la question, c'est qui fait le pas le premier? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui?
c'est qui doit faire le premier pas? Est-ce que c'est moi qui viens d'ici pour la première fois ou bien c'est le citoyen d'ici qui doit aller vers les autres, sachant que parfois on a des confusions très très générales et sur ce que ça veut dire une valeur, qu'est-ce que ça veut dire croyance, qu'est-ce que ça veut dire jugement, qu'est-ce que ça veut dire. Tout à fait. Donc de prime abord, l'altérité pour moi c'est très très important et il faut apprendre à faire ce pas sans réfléchir. Donc apprendre à aller vers l'autre. Donc même s'il est différent, tu dois l'accepter tel quel. Tu ne dois pas faire des scénarios ou des images telles que tu aimerais le voir, par exemple. Non, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, elle est comme ça. Tu dois devant vous, il faut l'affronter. Oui, exactement. Et d'après la communication que tu vas engendrer par la suite, là, ça va s'éclaircir certaines choses. Ah, j'ai discuté avec lui pendant 15 minutes et j'ai appris pas mal de choses que je n'avais pas avant. Donc, ça facilite ce contact-là et ça facilite aussi. C'est comme une double médaille. L'autre, l'envers de la médaille, c'est quoi? C'est essayer de s'auto-corriger soi-même. Parce que personne n'est parfait. Si vous êtes d'accord avec moi, on n'est jamais parfait. Tu peux atteindre certaines mesures de performance, d'expertise dans ta vie, oui, mais pour moi, je ne peux jamais dire que je suis parfait sur tous les plans. Ça n'existe pas. Et l'existence, quand on dit existence dans un contexte migratoire, c'est réciproque. Tu ne peux pas exister seul, c'est impossible. Tu ne peux pas fonctionner seul, c'est impossible. Tu fonctionnes en fonction des autres. Et tu es ce que tu es par rapport à la réflexion des autres aussi. Tout à fait. Donc la critique est toujours là. Et l'altérité, ça pose un très grand problème. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience de la Covid-19, pendant mes séances d'écriture à la maison, donc j'ai découvert que l'altérité aussi, ça a posé de nouveaux problèmes pour le contexte mondial, surtout quand on réfléchit sur le virus, ça vient d'où? Comment on a été introduit ainsi, donc on n'a pas de réponse. Plusieurs problématiques relatives à ça. Donc l'histoire est faite. Exact. L'histoire est faite. Et il y a des déplacements. Il y a des déplacements migratoires. Il y a des déplacements de groupes, d'individus, des marchés, de l'économie, beaucoup de choses. Mais lorsqu'on parle de conflit, de la malcompréhension de l'autre, parce qu'il y a un sens vertical et horizontal. Valeur, conflit. Là, on se retrouve dans un problème de rejet. On rejette l'autre. C'est le plus facile, c'est que je te rejette, je nie ta présence pour m'éviter beaucoup de problèmes. Ou je te remplace par autre chose, parfois par des objets. Parfois, et là, on peut aussi entamer ce rôle prépondérant du numérique. Le numérique là qui prend vraiment place. Et c'est bien, oui, on utilise le numérique, on utilise l'internet, ça facilite beaucoup la vie, mais aussi il faut faire attention à ces effets néfastes pour notre cohabitation humaine. Oui, ça c'est sûr et certain. Quand tu parles des révolutions numériques, ça me revient à l'esprit ce qu'on appelle aussi certaines idéologies individualistes. Donc ils sont issus de ces révolutions. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le contact humain. À un certain moment, on perd le contact humain. Ça veut dire cette relation avec les êtres humains, ça n'existe plus, c'est fini. Donc tout le monde est sur son cellulaire, tout le monde sur sa tablette. Donc on va parler quand? Ça m'est arrivé assez souvent, même chez moi, avec ma petite famille à la maison. On est en train de souper ensemble et ma fille qui sort son cellulaire pour parler avec ses amis. Et je la regarde avec de grands yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle ou bien on soupe? Tu décides. Quand on soupe, tu dois apprendre que tu laisses le cellulaire tranquille. Tu peux appeler après, ou bien si tu as un appel urgent, tu peux dire excusez-moi, tu peux aller appeler. Mais en tant qu'un membre de la famille, c'est comme ça. Tu dois respecter le groupe. Il y a des règles, il y a des limites aussi. Mais parfois, on ne prend pas en considération ces détails-là. Donc, pour dire que quand on est dans un contexte migratoire, il faut garder à l'esprit toujours que l'individu, quelle que soit sa provenance, n'existe jamais seul. Tout à fait. Et il ne peut pas fonctionner seul. Donc, il existe par rapport aux autres. Tu te développes par rapport aux autres et tu peux fonctionner comme il faut.
Même si on est différent, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais s'entendre. C'est loin de tout ça. On est très différents, oui, on l'accepte tel quel, mais on peut fonctionner, on peut vivre ensemble. Donc ici, c'est ça, c'est question de l'appartenance aussi. Lorsqu'on parle de « je suis différent de toi »,« j'appartiens à un groupe qui est étranger au tien », donc c'est ça. Mais l'immigré ou l'étranger fait partie d'un groupe. Oui. Donc là, on a comme un mouvement que je nomme moi, ça implique l'extériorité et l'opposition. J'extériorise mes valeurs à travers un comportement, à travers une communication, à travers un geste. Et ça peut engendrer une forme d'opposition, d'affrontement avec l'autre. Ça dépend de la flexibilité de l'autrui. Donc c'est ainsi que là, on va parler de l'importance des institutions sociales. Ces institutions sociales, c'est l'école, c'est l'État, c'est la famille. Et là, vous avez abordé cette question de famille. Vous devez un petit peu mettre les règles et les choses en ordre. Parce que ces trois institutions forgent un individu responsable. Ça aussi, avant de parler de l'immigré, parce que l'immigré, c'est une étiquette. Et on doit faire attention. Lorsqu'on aborde ça, c'est très épineux pour moi parce que c'est comme une catégorie qui vit à part entière. Mais nous sommes des êtres humains. Donc, c'est juste les frontières géographiques et politiques et géopolitiques qui ont un petit peu mis ces barrières. Donc, voilà, je reviens un petit peu sur cette question de l'altérité. Donc, l'étranger qui fait peur. Et Amin Maalouf a parlé qu'il ne faut pas demeurer sous la menace des identités meurtrières. Et vous avez dit la même chose autrement. Donc, oui, si tu veux, mais je pense que cette perception-là est un petit peu largement dépassée. Il ne fait pas peur. Il est là, il existe pour compléter quelque chose. Okay. Donc, et nous, on se développe par rapport à ces personnes-là ou bien l'inverse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut jamais fonctionner toute seule ou se développer toute seule. Tu ne peux pas, malgré les compétences, malgré les capacités. Donc, on a toujours besoin d'autrui pour essayer de fonctionner normalement. Et ça s'applique à tous les contextes migratoires sans exception. Donc, cette perception de l'étranger, je pense que c'est largement dépassé, ça n'existe plus maintenant. Ce qui existe, c'est qu'il faut être conscient que l'altérité, ça pose un problème pour tout le monde. Et pour appréhender cette altérité, donc, chaque individu, je le répète, chaque individu est amené à faire un pas dans ce sens. Et un effort. Exact. Ce n'est pas une question de gouvernement, ce n'est pas une question de province, non. Non. Chaque individu qui est là dans un contexte migratoire, faire le pas, de toute façon, je ne vais rien perdre. Je ne connais pas la personne, je peux aller vers lui, bonjour, bonsoir, est-ce qu'on peut discuter? Moi je viens, toi tu viens, est-ce qu'on peut partager, ainsi de suite. On peut engager une communication tout à fait. Sans préjugés. C'est ça, les stéréotypes et les préjugés et les pensées un petit peu déjà, des clichés. Exactement. Qui enferment l'autre. Et quand on parle l'ouverture de la personne, donc ça complète ce que je viens de dire. Il faut être de nature ouverte, oui, mais certains disent, faites attention, il faut être ouverte, mais avec quelques précautions. La méfiance. S'ouvrir pour ne pas se perdre. Peut-être, oui, tu as raison. Mais l'ouverture, elle est là. Surtout, j'insiste sur une chose aussi dans mon livre, que l'ouverture, ça ne veut pas dire toujours l'uniformisation. Ça, il faut faire très attention avec ça. Ce n'est pas de l'ouverture, l'uniformisation. Comme ça se passe avec la mondialisation en général. L'ouverture, c'est qu'il y a une certaine proximité que tu développes avec l'autre. Tu développes avec l'autre sur tous les plans. Confiance. Je ne vais pas choisir, je vais parler avec la personne juste sur les sujets qui m'intéressent moi-même. Non. Si tu tentes de t'ouvrir... C'est une prédisposition de l'humain envers l'humain. Et ça passe par l'acceptation d'abord de l'autre. Ça, c'est fondamental. C'est ça. Ça nous renvoie à un travail de négociation identitaire, de façon quotidienne. Il faut enlever les jugements, il faut passer à une communication avec une bonne attention. Oui, la méfiance parfois est déjà là, mais il ne faut pas qu'elle entrave ou empêche la communication. Je vous renvoie à la page 88, si vous permettez, de votre livre Culture authentique et mondialisation.
J'aime bien, vous avez commencé le paragraphe par le verbe redynamiser. C'est-à-dire, il y avait déjà une dynamique, une vision dynamique lorsqu'on parle de l'interculturel, parce qu'il y a entre cultures, il y a déjà un mouvement. Redynamiser cet interculturel de l'intérieur, ensemble, est un garant suffisant pour assurer cette rencontre entre les différentes cultures et civilisations, en évitant les éventuels chocs ou ruptures susceptibles de nuire au dialogue et à l'ouverture. En fait, pour surpasser, donc il y a le surpassement ou le dépassement de soi, de notre condition de minorité, notre égoïsme insignifiant. Donc, j'aimerais bien que vous le peut-être développer autrement. Okay. Donc, pour l'interculturel, quand je dis interculturel, dans ma perception à moi, donc je l'ai déjà traité dans les livres précédents. Moi, je considère l'interculturel est une affaire de tout le monde ici au Québec. C'est pas juste pour les personnes d'ici. Donc, en tant que personne faisant la partie intégrante d'ici, je peux participer à ma façon dans la construction de cet interculturel-là. Parce que l'interculturel, ça reste pas juste des discours sur papier. Donc, je peux lire ça, ça me convient pas, je peux prendre une décision. Non, c'est pas ça. L'interculturel, il est déjà dynamique, comme tu viens de le mentionner, mais il faut le redynamiser encore une fois. Je peux l'approprier à une certaine limite pour dire oui, je participe dans cet interculturel pour l'intérêt de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est tout le monde, on vit dans le même contexte et les problèmes qui touchent ce contexte, donc ça touche tout le monde. Donc tout le monde peut participer dans cet interculturel à sa façon, pour apporter quelque chose de nouveau, peut-être, pour le redynamiser de l'intérieur, parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. De tout le monde. Donc c'est vivace, revavisser. Et puis, que j'allais dire, parce que c'est une illusion de croire que l'identité est figée. Il est en perpétuel mouvement et n'est pas une entité, comment dirais-je, unique, homogène, une essence qui constitue notre substrat d'être, mais au contraire, c'est à travers l'autre, l'autre, que je m'identifie. Et je me rends compte que je suis imparfait, que je ne suis pas idéal, que je ne suis pas le meilleur. Et cela peut générer aussi un autre problème, n'est-ce pas ? Oui. Oui, c'est très bien dit que l'identité, ce n'est pas toujours stable, c'est toujours en mouvement. Donc, parfois, c'est le contexte qui façonne ou remodeler, on peut dire remodeler certaines identités. Donc, puisqu'il est toujours en mouvement, donc le contexte, certains contextes, ils ont des exigences. Et tu dois accepter ces exigences pour pouvoir s'améliorer et avancer. Sinon, ça bloque avec la personne. Donc, c'est pas stable l'identité, mais je peux par contre conserver ce que je suis, mon identité à moi, mais j'essaie de la remodeler en fonction des contextes dans lesquels je me retrouve. Ça s'appelle réajustement identitaire. Exactement, et c'est un processus, je le répète, les réajustements, c'est un processus au quotidien et ce n'est jamais définitif et final. Moi, je vais mentionner l'auteur, en fait le fondateur, le chef de file de ce concept, réajustement, c'est Pierre Zima, qui a parlé de ça aussi dans le roman et la fonction sociale de l'œuvre. Et oui, vous avez raison, Michel Zerafa aussi, qui a Lucien Goldman avant les deux. Donc là, oui, l'identité, c'est très complexe. Franchement, je ne peux pas émettre une hypothèse et dire voilà, l'identité comme ça. Non, c'est très, très épineux. On peut étudier les éléments d'ordre externe, d'ordre interne. L'identité, il se développe dans l'histoire et le temps, n'est-ce pas? Exactement. Donc, comment on va l'enrichir? Ça peut, parce que c'est à travers cette identité qu'on peut contribuer au développement de toute une société. Exact. Donc, c'est très problématique aussi. Donc, problématique, oui, mais il faut être conscient de certaines choses d'abord. Donc, quand tu dis l'identité, ça vient avec un ensemble d'éléments avec l'identité, surtout quand tu changes de contexte. De jour au lendemain, tu te trouves dans un contexte migratoire. Donc, le contexte migratoire, il faut mettre en tête qu'il y a des exigences à respecter dans ce contexte-là. Et tu ne peux pas inventer des choses qui n'existent pas. Il y a des
Exact. Des codes socioculturels peut-être. Donc, je vais essayer de m'adapter avec ça. Donc, la première des conditions, est-ce que la personne, elle est ouverte à cette adaptation-là? La deuxième des questions, est-ce que la personne, elle fait des efforts pour son intégration personnelle à l'intérieur de ce contexte-là? Troisième, est-ce que l'identité de cette personne est assez flexible pour accepter certaines choses? Je ne veux pas perdre des choses, non. Je ne veux pas dire ça. Tu peux garder ton identité, tu peux garder tout ce que tu as, il n'y a pas de problème, mais au moins, il faut qu'il y ait un degré de flexibilité par rapport aux autres. Quand on dit l'altérité, si on pose la question aux gens, il y a pas mal qui ne comprennent même pas qu'est-ce que ça veut dire l'altérité, c'est quoi un rapport avec l'autre au quotidien, alors que je travaille avec quelqu'un qui est différent de moi. Je prends le métro avec des personnes qui sont différentes de moi. Je fais mon épicerie avec des gens qui sont différents de moi et je donne mes cours avec des étudiants qui sont différents de moi en plus. Tout à fait. Donc, si je n'arrive pas à saisir cette flexibilité-là, c'est pour ça que la majorité, ils disent l'identité, c'est très complexe, je n'arrive pas à la définir. C'est quoi l'identité? Oui, l'identité, elle est là. On la vit. Exact. On la vit, on peut l'enrichir. Ce qui est beau, c'est qu'il est en perpétuel mouvement. On doit être conscient de ce mouvement. Et puis, cette verticalité, de rapport de domination parfois qui réside entre la société même d'accueil et la société, société d'origine, parce que l'immigré, il est tiraillé entre deux forces. Et Gilles Deleuze a parlé de minoritaire et majoritaire. J'adore bien sa citation, je ne me rappelle pas de sa citation, mais tout ce que je peux dégager, c'est cette idée d'être conscient qu'on est vraiment dans un rapport de force. Et puis avec cette verticalité de nos valeurs, de nos croyances, et puis nous, par exemple, moi en tant que femme et mère et maman, je dois véhiculer mes valeurs à mes enfants. Donc, c'est ça le dilemme. Et c'est ainsi que l'effort doit être déployé de façon continue. Au quotidien et dans l'histoire. Voilà. Donc, vous avez parlé aussi de la culture authentique et la culture mondiale. Et puis, moi, ça me renvoie un petit peu à l'universel, au particulier. Est-ce que c'est à peu près ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que quand on dit culture authentique, excuse-moi, la culture authentique, c'est juste une simple définition pour tout le monde, c'est que c'est une culture qui s'écarte de tout ce qui est uniforme. C'est ma culture à moi, c'est authentique, ça reste pour moi. C'est mon affaire à moi, c'est personnel, mais ça ne veut pas dire que je reste là, donc je suis tout à fait prêt de s'ouvrir sur les autres sans problème. Donc il n'y a pas une forme de rigidité? Non, ça ne touche pas la rigidité, au contraire, ça veut dire ce que je veux conserver pour moi, c'est à moi. J'oublie jamais d'où je viens, ça c'est le principe général, mais je peux aller plus loin que ça. Voilà, promouvoir l'authenticité. Exactement. Vous avez dit. Donc je vais vers les autres pour les connaître, pour compléter ce qui me manque, pour compléter ce qui manque à cette identité authentique-là, mais sans jamais. Quand on dit l'ouverture, oui, il y a des limites à l'ouverture, mais le risque dans l'ouverture, c'est que parfois, la majorité, ils disent on va se perdre si on ouvre l'ouverture à 100%. Donc il y a le risque de se perdre parmi ces altérités-là différentes, mais moi, je ne pense pas qu'il y a des risques, qu'il n'y a pas un danger. Tant qu'il y a une conscience de la personne que, oui, j'ai ce que j'ai, mais je suis prêt d'aller vers les autres pour compléter ce que je n'ai pas. Mais on peut juste fragiliser cette identité d'origine parce que, et c'est le cas du Québec en fait, parce qu'ils mettent en place un budget colossal juste pour la francisation, pour sauvegarder cette identité linguistique. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la langue porteuse de toutes les valeurs. Donc, j'aime bien aussi cette citation que vous avez choisie sur la page... Attendez... 90, je pense, 99, 100, pardon, la page 100. C'est Claude Julien. L'homme a la possibilité de choisir lui-même son destin, de mobiliser toutes ses énergies pour forger autant que possible son avenir qui réponde à ses plus nobles ambitions, ces choses dont on n'ose plus parler en ces temps d'argent.
ces choses, qui s'appelle le beau avec un grand B majuscule, le juste avec un J majuscule et le vrai avec un V majuscule. Le choix de la citation. Ça résume ce que je viens de dire, le beau, le juste et puis le vrai. Donc, on ne peut pas faire semblant d'être vrai. Je suis vrai comme je suis. Donc, il faut l'accepter avant d'aller confronter l'autre, ou bien avant même de parler de l'altérité. Donc, oui, je suis comme ça. Malheureusement, je ne peux pas changer des choses en moi, dans mon identité personnelle. Mais je demeure toujours flexible de me réajuster par rapport au contexte. Ça, c'est fondamental, c'est très, très important. Parce que je dois conserver ce que j'ai. Sinon, si je m'ouvre sans limite, il y a toujours le reste quelque part qui me guette. Donc, je dois m'ouvrir, mais tout en sachant qu'il y a des limites à ça et tout en sachant aussi que je suis toujours flexible pour rapporter des choses qui peuvent m'enrichir ou qui pourraient m'enrichir dans l'avenir pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir m'intégrer dans mon emploi, ma famille, mon entourage, mon voisinage, il n'y a pas de problème. Et pour dire que finalement, je pourrais devenir citoyen comme tout le monde. C'est ça. En général. C'est donc c'est ça. Humaniste. Exact. C'est ça le résumé de Claude Julien par. C'est un peu humaniste et puis pour dépasser cet intérêt juste pour les choses, pour l'argent, parce que là vraiment on voit ce phénomène de déshumaniser l'être humain ou le cerveau de l'être humain pour arriver à des fins purement matérielles. Et vous avez dit que promouvoir l'authenticité, lorsqu'on parle aussi d'authenticité, on parle de notre culture. Nous sommes des Marocains, nous sommes fiers de l'être. Nous avons une culture de coton qui absorbe d'autres cultures et c'est à travers l'écriture, à travers ce genre de débat, à travers le rôle de notre Institut canado-marocain aussi, parmi d'autres instituts bien sûr de recherche, à travers le centre culturel marocain actuellement et présidé par Madame Zmouri ou Zmouri et à travers toutes des gens qui sont pour la médiation culturelle, qui sont pour le dialogue, qui travaillent pour le rayonnement de notre pays. C'est vraiment, c'est le rôle, c'est notre devoir, c'est notre rôle et on le fait avec un immense plaisir. Parce que je pense que même pour la société québécoise, ça sera juste un enrichissement. N'est-ce pas, Dr Ben Fares? C'est un enrichissement, sur tous les plans. Oui, donc ça c'est très très important ce que tu viens d'évoquer là. Donc tout le monde se mobilise à sa façon, d'après ce qu'est là, pour faire rayonner cette culture-là. Et nous sommes toujours prêts, ça je le répète, depuis des années. Donc on s'est rencontrés pas mal de conférences auparavant. Tout à fait. Et on a insisté pas mal sur cette dimension-là. Vous vous rappelez, le sage révolté? Exactement. Donc tout le monde, il est là, c'est pour la collaboration. On veut la collaboration de tout le monde pour essayer de donner l'image qu'on voulait. C'est vrai qu'on ne peut pas atteindre certains sommets, mais au moins pour prouver aux autres, sensibiliser, qui ne connaissent pas peut-être ce qui nous sommes. Donc on est là pour le prouver, chacun à sa façon. Et tu as raison, ça passe à travers toutes les expressions artistiques, pas seulement les écrivains. Il y a le rôle de peintre, il y a le rôle de sculpteur, il y a le rôle de photographe. Monsieur, on remercie Monsieur El Hadri pour votre travail aussi. Tout le monde, Madame Zmouri, vous êtes toujours présent. Par sa position. Donc, son encouragement. Les personnes qui sont là parmi vous pour partager, juste le partage avec nous, c'est déjà quelque chose. Tout à fait. Ça montre l'intérêt qu'on a tout le monde pour ça. Et si on se mobilise de cette façon-là, je pense qu'on peut aller plus loin. J'ai toujours l'espoir de le dire et de le répéter qu'on peut aller plus loin de ce que les autres pensent peut-être et pour corriger aussi l'image. Pour certains, c'est un petit peu flou dans leur tête parce qu'ils ne connaissent pas. Et si on ne travaille pas sur l'altérité et la communication et toutes les pratiques de médiation, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une pratique de médiation culturelle pour transmettre aux autres, pour aller vers les autres, pour faire comprendre aux autres ce que nous sommes
est-ce que nous voulons être, peut-être, même si c'est dans un contexte migratoire, ça n'empêche pas. Tout à fait. On a toutes les opportunités de le faire ensemble. C'est ça, parce qu'on sait on dit souvent que l'avenir de l'humanité devient incertain à cause de cette mondialisation un petit peu, ou globalisation, qui engendre beaucoup de défis, multiples défis. Et notre jeunesse, nos enfants, aussi la troisième génération, qui doivent être conscients et ils doivent d'abord, il faut qu'on fait ce travail de sensibilisation auprès de nos enfants, parce que le problème est là. Ces enfants-là ne parlent pas l'arabe, par exemple. Ça, c'est une autre problématique, on peut l'évoquer dans d'autres occasions. Mais l'idée, c'est ça, c'est de véhiculer le vecteur. Hein. On fait un travail de transmission de valeurs, de pensées qui ont déjà joué un rôle dans l'histoire passée. Nous avons sauvé... le mot peut sauver toute une société. Donc c'est ça, et je vous remercie encore une fois pour ce beau livre. Et je rappelle, le titre, c'est Culture authentique et mondialisation de Dr Ben Fares, Moustapha Ben Fares, questions contemporaines. Donc l'éditeur est toujours l'Harmattan. Pourquoi votre choix toujours pour cette maison d'édition, si ça vous dérange pas? C'est pas vraiment un choix, c'est juste, on peut dire, une succession des événements. Donc j'ai commencé avec le premier, ça a été accepté. J'envoie le deuxième, il n'y avait pas de problème. C'est facile. Je reste calme, j'envoie le troisième, il n'y avait pas de remarques. Excellent. Donc j'étais avec le quatrième, il n'y avait pas de remarques. Et magnifique. Le cinquième, ça va sortir dans 2 mois. Ok. Donc on aura l'occasion. Magnifique. On félicite. Ça parle de contexte. Merci beaucoup. Bravo. Ça parle de contexte de confinement, comment j'ai vécu le confinement en tant qu'écrivain migrant à l'intérieur de ma petite famille. Bien. Où tout le monde a été touché par le confinement à plusieurs reprises. Et c'est le projet de notre institut. Exact. C'est de découvrir comment les auteurs, les écrivains, les hommes de science ont vécu, les artistes, ce confinement. Dernièrement, nous avons invité M. Drissi Azami, l'inventeur Drissi Azami, qui nous a parlé un petit peu, vous le connaissez, c'est un scientifique de renommée, et qui nous a parlé aussi de son vécu de confinement, ses activités. C'est très intéressant parce que ça donne une leçon pour nos enfants, pour les ados, pour nous-mêmes aussi. Donc, le partage des expériences crée une communication. Exactement, oui. Donc, on est toujours dans cette posture d'interculturalité. Exact. Voilà, donc je vous invite à acheter ce livre. Est-ce que la version électronique est disponible? Oui, je pense que oui. C'est disponible partout. Parfait, donc c'est divise en plusieurs chapitres. Je m'excuse parce que j'ai pas prévu, parce que quand j'ai demandé à l'Harmattan à Paris, ils m'ont dit qu'il faut prévoir minimalement 3 semaines pour recevoir la commande. Ok. Et j'ai déjà fixé avec Fayreuse pour notre rencontre, donc c'est un petit peu difficile pour moi. Ce que j'ai fait, j'ai apporté les exemplaires de l'auteur. Magnifique. C'est parfait. C'est parfait. Les personnes, mais on aura l'occasion, Inch'Allah, de reprogrammer une séance. Parce qu'on vient de vivre le déconfinement, là. On commence. Le commencement. Progressivement, tout à fait. On aura l'occasion d'organiser une séance signature et puis je vous amènerai tous les exemples. Parfait. Donc, l'Institut canado-marocain des études et recherches sur l'immigration et l'interculturalité remercie le Centre culturel marocain présidé par Madame Ouda Zemmouri pour son accueil chaleureux et pour le partenariat avec vous afin de réussir cet événement de lancement du livre de Dr Moustapha Ben Fares, son livre qui s'intitule Culture authentique et mondialisation. Le débat est animé par Dr Fayrouz Fawzi, la présidente de l'Institut, et on remercie infiniment l'équipe technique qui ont aussi participé à la réussite de notre événement. Je vous cède le dernier mot pour les téléspectateurs qui vont nous regarder tout à l'heure. Oui, je poursuis dans la même perspective. Merci infiniment de me donner l'occasion. Parce que quand j'ai entendu le mot normalité la semaine passée, je sortais de joie. On retourne à la normalité, ça veut dire on va se revoir. On va se revoir, ça veut dire
on va partager quelque chose. La première des choses, c'est mon livre. J'ai contacté Mme Fayrouz pour lui dire est-ce qu'il y a une possibilité de revoir les gens comme avant, après 15 ans d'enfermement et de stress. Elle m'a dit oui. 15 ans. 15 mois, je l'espère pas 15 mois. Mais l'intensité de ces 15 mois qui donne ce pressentiment de 15 ans. Ça a laissé vraiment des traces sur tous les plans, sans exception. Donc j'étais très très content de confirmer que je serai présent. Je partage avec les personnes qui seraient présentes avec moi pour ce livre, le dernier. Et puis, je remercie infiniment Madame Zmouri pour l'acceptation, pour l'invitation. Ça m'a fait un très grand plaisir. Merci. Merci beaucoup à notre équipe technique, c'est Abdali. Donc, merci beaucoup.